Merci de renouveler votre confiance et considération à Star 21 TV. Bienvenue dans Starcom. Comme vous le savez, ici, la mission Kenyan Fiction, c'est vous aider à mieux comprendre l'actualité sociopolitique de la Guinée, mais également Starcom, c'est votre émission de prédilection de la télé Star 21 TV. Ceci pour vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Dans cette émission, nous parlerons du Mali, avec notamment la démission annoncée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut dire que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit du mardi à mercredi sa démission et la dissolution du Parlement suite à son arrestation plus tôt dans la journée par des soldats mutants. Pour en parler dans cette émission avec ses interrogations, qu'est-ce qu'il faut craindre notamment de la situation du Mali vis-à-vis de la crise sociopolitique qui prévaut en Guinée? On essaye de savoir avec notre invité du jour qui n'est autre que M. Mamadi Kaba. Il est activiste de la société civile. M. Kaba, tout le plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Alors, il faut dire quand même que aujourd'hui, ça fait la une de la presse africaine. Le coup d'État au Mali, finalement, se concrétise avec cette démission officielle du président Ibrahim Boubacar Keïta et son Parlement et le Parlement malien. Alors, première question, est-ce que ce coup d'État était prévisible à votre égard? Oui, le coup d'État était prévisible. Depuis un certain temps, la crise s'enlisait au Mali et on craignait de plus en plus des conséquences en termes de droits humains, notamment, vous savez, la dernière manifestation, il y a eu 23 morts et beaucoup de blessés, ce à quoi le Mali n'est pas très habitué. Le Mali n'est pas très habitué aux répressions sanglantes. Chaque fois qu'il y a eu des répressions sanglantes au Mali, ça s'est toujours terminé de cette façon-là. Souvenez-vous des manifestations de 1991 contre le président Moussa Traoré. Quand la répression est intervenue, la détermination du peuple s'est accrue et l'armée s'est vue dans l'obligation d'intervenir pour éviter le pire. Je pense que oui, la crise malienne avait atteint un niveau de blocage, et beaucoup d'analystes, n'est-ce pas, beaucoup de chercheurs s'attendaient à une intervention de l'armée ou en tout cas un enlisement de la crise. Donc, vous savez, depuis les élections présidentielles contestées par l'opposition, vous savez, l'opposition malienne, 17 partis politiques dirigés par Soumaïla Cissé avaient contesté les résultats et avaient demandé qu'il y ait un recomptage. Mais la Cour constitutionnelle, s'est montrée intransigeante sur la question. Oui, non seulement la Cour constitutionnelle a rejeté, il y a eu 24 recours, n'est-ce pas, que l'opposition a déposé pour demander l'annulation du scrutin. Les 24 recours, la Cour constitutionnelle en a rejeté 20. Et la raison, c'était que les recours ont été déposés hors délai. Vous savez, la loi organique qui régit les élections au Mali dit que pour les recours, n'est-ce pas, en procédure électorale, les Maliens avaient jusqu'au 3 août pour déposer des recours sur les opérations de vote, sur la contestation des opérations de vote. Et jusqu'au 4 août, c'est-à-dire le samedi, pour contester les résultats, n'est-ce pas? Donc, il y a une ambiguïté, une très grande ambiguïté. Et les opposants ont déposé les recours le samedi. Les 20 recours ont été déposés le samedi, n'est-ce pas? Et la Cour constitutionnelle les a rejetés
et sous prétexte que les recours devaient être déposés vendredi. Ce qui était, aux yeux de l'opposition, ce qui était presque une légèreté, n'est-ce pas? Et ça a permis aux Maliens de penser que la Cour constitutionnelle était caporalisée à la solde du président et du parti au pouvoir. Donc à cela s'ajoutait beaucoup de mécontentement, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez, à l'approche des élections, même dans le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta, il y avait des mécontentements et des frustrations qui s'exprimaient. Avec également ces soldats qui tombaient à chaque fois. Exactement. Avec les terroristes. Oui, des côtés la gestion du nord de la crise sécuritaire. Les Maliens qui pensaient que Ibrahim Boubacar Keïta n'en faisait pas assez pour permettre au Mali de se réunifier, n'est-ce pas? On l'accuse notamment de corruption, n'est-ce pas, de malgouvernance, de créer une armée dans l'armée. Les militaires pensaient qu'il y avait entre eux, il y avait des privilégiés et des non-privilégiés. Donc certains qui bénéficiaient des avantages de l'État pendant que la grande majorité n'en profitait pas. Alors, pour parler notamment de ce coup d'État malien, il y a quand même une particularité parce qu'on le sait d'habitude, quand on parle de coup d'État en Afrique, il y a forcément mort qui s'ensuit et pourquoi pas de paralysie. Mais au Mali, cette fois-ci, il n'y a même pas eu un coup de feu. Le président de la République a été arrêté en compagnie de son Premier ministre et après, c'est le président Ibeka qui fait lui-même son discours. Il n'a pas été trimballé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que ce coup d'État a été en quelque sorte en gestation depuis plusieurs mois? Ça a été mûri parce que même quand vous regardez, notamment ceux qui portent le coup d'État, c'est vraiment des hauts officiers de l'armée malienne. Oui, et puis quand vous voyez un peu, il y a eu des coups de feu, effectivement, c'était dans la matinée. La mutinerie a commencé au camp Sundiata, au camp de Kati. Il y a eu des tirs. Et ensuite, les militaires ont progressé vers le centre-ville, les populations en liesse les ont accompagnés, etc. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est le fait que toutes les garnisons, n'est-ce pas, et tous les corps de l'armée malienne se soient réunis contre le président. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président soit réuni à ce sorte? Oui, puisse réunir tout le monde contre lui-même et au sein des forces armées? Ça, c'est quand même une question assez profonde. Même la force spéciale que assurait la garde présidentielle a obtempéré. Effectivement, c'est jointe aux autres. Ce qui est important, c'est que, souvenez-vous un peu, n'est-ce pas, le Mali n'est pas sa première expérience de coup d'État. Mais je pense personnellement que surtout le dernier coup d'État a été très mal géré par la communauté internationale et la raideur de la communauté internationale, c'est-à-dire la volonté de combattre Amadou Sanogo, de le combattre seulement. C'est-à-dire l'objectif de la communauté internationale, c'était de tout faire pour que le coup d'État ne prospère pas. C'était pour sanctionner l'armée ou les mutins qui ont pris le pouvoir. Et le fait de se focaliser uniquement sur les mutins, en laissant le fond du problème, effectivement, a fait que le fond du problème a été oublié. Alors, mais quand même, cette fois-ci, au lieu que ce soit des mutins en termes notamment des sous-officiers, mais cette fois-ci, on parle d'un homme, le colonel Diao, qui est fraîchement rentré notamment de la Russie, l'un des piliers aujourd'hui de l'armée malienne. Et aujourd'hui même, il est désigné comme étant le nouvel homme fort du Mali. Est-ce que tout ça ne veut pas dire que Ibrahim Boubacar Keïta, sa gestion faisait mal jusqu'à la moelle même de l'armée malienne aujourd'hui qui se retourne contre lui? En tout cas, l'armée il y avait beaucoup de frustration au sein des forces armées. Et cette unité, bon, ce n'est pas une unité totale, parce que il ne peut jamais avoir une unité totale. Oui, mais il y a quand même une sorte de maîtrise. Voilà, il y a une sorte de gestion majoritaire de la crise par l'armée. Ce qui est important pour moi, c'est que le fond du problème,
qu'on n'a pas pu régler en 2012 est en train de rattraper le Mali. Ouais. Et je vais vous dire, si encore une fois, tout le monde se braque sur l'armée en ignorant le fond du problème, c'est sûr que le Mali s'expose à d'autres coups d'État à l'avenir. Je pense que il est temps désormais. Le coup d'État est toujours un recul démocratique. Il y a des instruments démocratiques qui sont à la disposition des États pour permettre, n'est-ce pas, de régler les contentieux, n'est-ce pas, de régler les litiges. Et pourquoi pas de démettre un président? Bon, ça dépendra des pays, mais en Afrique, non, parfois, le contexte parfois, ce n'est vraiment pas nécessaire d'aller jusqu'à la démission du président. Ouais. C'est-à-dire que le dialogue, par exemple, le cas du Mali, après les élections présidentielles, l'opposition a demandé... L'opposition presque politique n'existe pas, hein, c'est le M5 qui... Non, avant, le M5 vient de se constituer. Il y avait l'opposition dirigée par Soumaïla Cissé. Et d'ailleurs, Soumaïla Cissé est aux mains des ravisseurs djihadistes. Et beaucoup de Maliens pensent que IBK ne fait pas assez pour obtenir sa libération. Et on pense même qu'il profite de l'absence de IBK pour pour dérouler un agenda politique qu'il n'aurait peut-être pas pu dérouler en présence de ça. Alors, maintenant, oui, le coup d'État est un recul démocratique, mais si les États n'utilisent pas correctement les instruments démocratiques à leur disposition, mais ils exposent leur pays à des blocages. Et quand le pays est dans un blocage, souvenez-vous, c'est l'armée qui va prendre la société civile malienne et la société civile africaine a crié pendant très longtemps pour demander à IBK d'engager un dialogue avec son opposition, de mettre en place un gouvernement d'union nationale, etc. Si il avait écouté ça au départ, je pense qu'on n'aurait pas, le M5 n'aurait pas pu avoir la force qu'il a aujourd'hui. Et je pense bien que la crise n'aurait pas pu s'enliser jusqu'au blocage qu'on a connu et la mutinerie qui a conclu. Si vous permettez, Monsieur Kaba, on va répartir ensemble, notamment avec ses téléspectateurs, pour parler, pour notamment leur proposer ces deux discours combinés, notamment celui du président Ibrahim Boubacar Keïta et pourquoi pas ces militants qui aujourd'hui ont décidé notamment de mettre fin au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta du côté de Mali en instaurant notamment et une sorte notamment de coup d'État avec ce Conseil national pour le salut public. On suit les deux discours combinés. On revient sur ce plateau pour décryptage. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquels je m'incline, que je n'ai jamais souhaité. Chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'avais toujours mis en garde. Dit que on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention. Ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution,
l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques sémant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Nous demandons aux organisations sous-régionales et internationales de nous accompagner pour le bien-être du Mali. La MINUSMA, la Force Barkhane, le J5 Sahel, la Force Takuba demeurent nos partenaires pour la stabilité et la restauration de la sécurité. S'adressant à vous, frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes tant qu'organiques et Des retours dans ce plateau, c'était un peu le discours croisé notamment d'Ibrahim Boubacar Keïta, désormais ancien président du Mali, et ce collectif notamment qui dirige désormais les destinées du Mali en ce qui concerne notamment sa gestion politique, le Conseil national pour le salut public. Alors, après l'annonce notamment de ce coup d'État, il y a eu cette vague de condamnation sur le plan international. Il y a d'abord sur le plan sous-régional, la CEDEAO, et après on a vu cette sortie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a également dénoncé. Alors vous, en tant qu'activiste aguerri, quel est votre regard sur ces condamnations que certains estiment un peu tardives parce qu'ils étaient là pendant qu'on pouvait également empêcher ce coup d'État? Bon, je pense que ce sont des condamnations de principe. Aucun démocrate ne peut saluer un coup d'État, du moins publiquement, n'est-ce pas? Les positions de tous les pro-démocratie doivent être de condamner un coup d'État, quelles que soient les raisons qui y mènent. Ce sont des condamnations de principe. Ce sont des condamnations de principe. Oui, ce sont des positions de principe. Mais qui ne peuvent pas forcément avoir d'impact sur... Non, vous savez, si ce coup d'État est intervenu, c'est que les militaires maliens ont tiré les leçons de l'échec du coup d'État de 2012 qui a été mené par Aya Sanogo. Donc, c'était les mêmes condamnations, il y a eu beaucoup de dérives, n'est-ce pas? Si l'armée malienne a repris le pouvoir, malgré ce qui s'est passé... C'est avec connaissance de cause. C'est en connaissance de cause et c'est que l'armée est préparée à toute éventualité. Donc je pense que le moment n'est pas forcément de vouloir sortir les muscles contre ces militaires. Ça va produire... C'est d'ailleurs le cas pour la CEDEAO qui... Oui, je pense que ça risque de produire des effets contraires, non seulement pour le Mali, mais pour toute la sous-région. Et aussi, la CEDEAO, qui se veut une CEDEAO des peuples, risque d'avoir les peuples africains contre soi. Et à la longue, quand des présidents proches du peuple voudront contenter leur peuple, pourraient s'opposer ou alors pourraient ne plus avoir le même comportement envers la CEDEAO. Parce qu'il faut que la CEDEAO prenne en compte, n'est-ce pas, les réalités de chaque État, n'est-ce pas, malgré que ce sont les chefs d'État qui représentent les États au sein de... Mais il faut tenir compte du fait que si la CEDEAO ne parvient pas à régler les problèmes par le dialogue et la concertation, elle ouvre la voie à toutes les formes de dérive. Et ce n'est pas quand la dérive s'installe
que la CEDEAO... Qu'il faut sortir les fouets pour oui, tenter des sanctions. Oui, pendant qu'il est temps faire le médecin après la mort. Oui, pendant qu'il est temps d'imposer le dialogue, de prendre des mesures drastiques pour amener les partis au dialogue, n'est-ce pas? La CEDEAO, parfois, je comprends que c'est parfois pas facile, mais je pense que quand... Alors, le cas malien aujourd'hui renvoie sur, dans le débat, ce qui se passe notamment dans la sous-région, notamment la situation ivoirienne et la situation malienne. Même si on ne peut pas comparer les deux, ce qui se passe au Mali, notamment dans les deux pays très importants, notamment de la CEDEAO, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et en Guinée, il y a également une sorte de grogne sociale par rapport notamment à la gestion de l'État. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des raisons de craindre que la situation malienne ne puisse jaillir sur, le reflet de cette prise de pouvoir, notamment par l'armée, ne puisse notamment effleurer d'autres, volontés dans ces deux pays aujourd'hui qui sont presque confrontés aux mêmes problèmes politiques en termes de stabilité? Moi, je crains pour toute l'Afrique de l'Ouest, parce que ce n'est pas seulement le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié le Bénin, vous avez oublié le Togo, qui sont tous dans pratiquement des situations similaires avec des réalités différentes. Mais je crains très fort que ce ne soit le début d'une déstabilisation généralisée de l'Afrique, de la sous-région, parce que les mécanismes, n'est-ce pas, les mécanismes démocratiques de règlement des différends ne fonctionnent pas, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas, et les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO n'arrivent pas à s'imposer comme à se faire respecter dans les États, à imposer son point de vue dans les États. Et généralement, aujourd'hui, dans ces différents pays que je viens de citer, il y a une sorte de repli sur soi. Il y a une sorte de révolte des populations. Les populations ne semblent plus croire aux instruments démocratiques comme solution pour les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur pays. Non, c'est parce que ces instruments-là sont en apparence... ne fonctionnent pas. Voilà, ne fonctionnent pas. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des blocages un peu partout. Et il faut éviter les blocages. Les blocages peuvent aller un peu plus loin que les simples coups d'État, n'est-ce pas? Les coups d'État sont des solutions désagréables qui arrivent quand il y a blocage dans les États, quand les institutions n'arrivent pas à jouer leur rôle. C'est pourquoi il est important pour les États d'avoir des institutions fortes et indépendantes. Au départ, les présidents, ça leur fait mal. Mais quand il y a des situations de ce genre, ce sont les institutions, n'est-ce pas, qui prennent le relais. Quand le président, l'institution présidentielle se trouve face à des difficultés, face à des blocages, les autres institutions qui ont leur propre légitimité, leur propre crédibilité, prennent le relais et arrivent à apporter des solutions, n'est-ce pas, que l'institution présidentielle n'a pas pu apporter. Mais quand vous videz les institutions de leur contenu, vous voulez des institutions qui font exactement ce que vous voulez. Quand vous arrivez à un niveau de blocage, les institutions n'ont de légitimité que vous. Là où vous vous arrêtez, toutes les institutions s'arrêtent. C'est le cas du Mali, actuellement. N'est-ce pas? Il y a un blocage, personne ne peut faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a qu'une seule légitimité, la présidence de la République. Le président de la République est la seule légitimité, est la seule institution qui est légitime et qui est forte. Alors, quand cette présidence s'arrête, toutes les autres institutions s'arrêtent et on est face à un blocage. Et le blocage, parfois, les solutions qui viennent, ce sont des solutions désagréables. Et la meilleure des solutions désagréables qu'on peut connaître face à un blocage, c'est le coup d'État. C'est le coup d'État. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Alors, il y a, on va désormais rester notamment sur l'aspect guinéen. C'est vrai qu'on ne peut pas
faire le parallèle. Mais aujourd'hui, entre la société civile guinéenne et pourquoi pas la population malienne, selon vous, quelle différence peut-il exister entre les deux? Parce qu'on a vu au Mali, nous avons une population qui s'assume et il y a une sorte de conscience collective, mais en Guinée, on a l'impression que les politiques semblent prédominer sur notamment la conscience collective. Il faut voir les manifestations. Quand vous voyez les manifestations, les militants mobilisés par le FNDC et vous comparez aux militants mobilisés par le M5 au Mali, vous avez à peu près les mêmes mobilisations. Voire même le FNDC les dépasse en termes de nombre. Effectivement, en termes de mobilisation. En termes de mobilisation. Donc, mais la seule différence est que la Guinée, l'armée guinéenne n'a pas encore découvert le code, n'est-ce pas, n'a pas encore décodé, n'est-ce pas, la prise du pouvoir. L'armée guinéenne n'est jamais entrée dans l'antichambre de la prise du pouvoir, du renversement d'un président vivant. L'armée guinéenne a toujours pris le pouvoir quand le président est décédé. Et donc, l'armée malienne, très tôt, n'est-ce pas, a pris de goût. Oui, à quelques années, 7-8 ans oui. de l'indépendance déjà. Après Moussa Traoré, c'est... Oui, voilà. non, Modibo Keïta Modibo Keïta, j'allais dire. Oui. Après Modibo Keïta, c'est Moussa Traoré qui est venu au pouvoir en 1960. Voilà, il est devenu après, président du Mali. Après l'éclatement de la fédération du Mali, Modibo Keïta est devenu président. Et 8 ans après, il a été renversé par un coup d'État. Voilà, donc le Mali, très tôt, n'est-ce pas, l'armée malienne a pris de goût du pouvoir. Pas forcément le goût du pouvoir. Mais a appris à s'assumer à des situations difficiles. Voilà, dans les situations difficiles, l'armée malienne a pris ses responsabilités. N'est-ce pas, à renverser le président en place. Ce que l'armée guinéenne n'a jamais fait pour l'instant. Donc je pense que nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour que l'armée reste dans ce rôle-là et qu'elle n'intervienne jamais, n'est-ce pas, pour renverser un président élu, un président vivant. C'est sûr, tributaire du bon fonctionnement des institutions. Je vais vous dire, une fois que l'armée aura fait ça une seule fois et réussi, n'est-ce pas, il faut s'attendre à ce qu'aucun président élu ne soit à l'abri d'un coup d'État. La moindre erreur va vous coûter votre fauteuil présidentiel. C'est pourquoi je pense que nous avons encore beaucoup de chance. Nous, les Guinéens, nous avons beaucoup de chance d'utiliser les instruments démocratiques pour régler nos différends. Instaurer le dialogue. Aucun président au monde n'est à l'abri d'un coup d'État. Aucun président au monde n'est suffisamment intelligent, n'est-ce pas, pour se prémunir contre ces genres de dérives. Et il ne faut pas non plus se tromper par rapport à une sorte de protection de la communauté internationale. Non. Ibeka était en bon rapport avec la France. Et finalement, il tombe. Oui, et ce n'est pas la première expérience, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est que nous avons une opportunité que nous ne devons jamais perdre. Nous ne devons pas donner à notre armée une opportunité de renverser un président civil au pouvoir pendant qu'il est vivant, n'est-ce pas? Donc, et ça dépend des efforts collectifs que nous faisons, n'est-ce pas, pour régler nos différends par le dialogue. C'est pourquoi, quand la société civile, quand nous lançons l'appel au dialogue, c'est souvent très intéressant. Il faut saisir la balle au bon parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Évidemment. Tout le monde, quand vous êtes au sommet de l'arbre, parfois le feuillage cache le bas et vous empêche de voir ce qui se passe en bas. M. Kaba, le débat est très intéressant, mais nous sommes pris par le temps. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère qu'on va continuer notamment à garder le lien parce que prochainement, quand on a d'autres sujets notamment, on vous appellera dans cette émission Starcom. Merci d'être passé. Merci. Alors vous, téléspectateurs, merci pour votre aimable attention à cette émission et plus particulièrement, et pourquoi pas à cette télé Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Il ne me reste qu'à vous dire merci. Surtout, ne quittez pas, car le meilleur reste à venir sur Star 21 TV. Au revoir.